Ouais. Il y a un truc qui m'intéresse d'ailleurs par rapport à ça. J'adore ces épisodes de podcast, je peux apprendre plein de trucs. Vous savez que je suis focus sur l'immobilier, je fais que ça parce que je sais faire que ça, rien d'autre. Et du coup, je suis complètement dépassé déjà parce que ce que je dois produire, ce que je dois faire, donc j'ai la peine à délivrer, c'est un des gros problèmes que j'ai. Tant j'ai qu'un domaine, plusieurs choses dans le domaine, mais qu'un domaine. Et je me dis, mais comment c'est possible de faire du marketing, de la communication, du digital, branding, social media, de faire de l'événementiel, une marque d'habits, une marque de cosmétiques, etc. Comment gérer cet écosystème, quoi? Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Étienne et Marc de l'équipe de WAPS, les cofondateurs de WAPS. On va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un épisode où on va parler un petit peu moins immobilier. Quand même un petit peu à la fin, je vais vous poser quelques questions, mais un peu plus marketing, business. Donc peut-être, premièrement, présentez-vous rapidement, dites un petit peu ce que vous faites parce que vous êtes dans plein de domaines différents. Et puis ensuite, après, on enchaîne. D'ailleurs, Étienne, commence-toi, vu qu'on se connaît depuis belle durée. Ouais, Edouard, on a fait la mature ensemble, c'est comme ça qu'on se connaît. Étienne Claret, j'ai 24 ans. Je fais principalement de la photo et de la vidéo et beaucoup de business avec Marc. On est associés dans plusieurs boîtes, on va vous expliquer tout ça après. Voilà en 2 mots. Je peux aussi me présenter, Étienne, parce que j'ai toujours de la peine à dire ce que je fais. Alors, Marc-Antoine, 30 ans. C'est un bel âge. Principalement du management et beaucoup de business aussi. Multi-entrepreneur. Je dirais du développement en tout cas. Raconte, du coup, ensemble, vous faites WAPS. C'est quoi WAPS exactement? WABS, hein. On a une agence, on a 2 piliers principaux. L'un, c'est le management d'athlètes et d'artistes, et puis l'autre, c'est le marketing digital de manière assez générale. Donc, on fait de la production de contenu, de la création de marques, de la gestion de réseaux sociaux, des campagnes d'influenceurs, etc. Ok, ouais. Alors, ça n'a pas dit, mais toi, du coup, Marc, t'es le frère de Pat, bourguignon. Certaines personnes connaissent certainement. Une superstar des réseaux aussi, snowboarder professionnel en Suisse. Et du coup, vous gérez aussi son compte et tout. Exact, ouais. Moi, je suis du coup son manager, et puis voilà, donc je l'aide vraiment pour toute la partie back-office de sa carrière. Donc, lui, il se concentre sur le sport, la musique, et puis moi, je mets maintenant la direction, moi, vidéo. Et puis moi, c'est vrai que je l'aide dans tout ce qui est administratif, gestion des partenariats, son agenda, ses investissements. C'est vraiment un management 360, si on peut dire. Du coup, Marc, dans la boîte, gère vraiment le côté, plus, je dirais, le côté management, et moi, plus tout ce qui est création de contenu. Mm-hmm. Et puis, en fait, on s'est rendu compte assez vite que c'était hyper bénéfique d'avoir ces 2 parties-là dans la boîte, parce que ça se complétait vachement dans le sens où nous, on fait des mandats, donc on fait principalement de la pub avec des marques. Et puis, on a des athlètes. Donc, si des marques veulent bosser avec ces athlètes pour faire des pubs, on les produit nous. Puis après, c'est un espèce de cercle vertueux. En fait, plus l'athlète grandit, plus la boîte grandit, et plus la boîte a de contacts, plus l'athlète aura potentiellement de partenariats ou de sponsors ou comme ça. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avant avec le marketing, parce qu'en fait, le cœur de votre business, c'est le marketing, la communication. Mais vous êtes beaucoup sur les réseaux, en fait. Les réseaux sociaux. Avec WAPS, ou tu dis avec pour nos WAPS, clients? ouais. Avec WAPS. Pour nos clients. Ouais, oui. Parce que nous-mêmes, je dirais, c'est un peu les non, cordonniers qui sont les moins bons. Étienne a un gros compte. C'est pas mal, mais Étienne, tu peux se passer par rapport à tout ce que tu as, tout le contenu que tu as. C'est vrai que nous, jusqu'à maintenant, on n'avait même pas une bonne page Instagram. Là, on a commencé à faire encore une page où on a une vitrine, on montre tous les projets qu'on fait à tous nos clients, etc. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on communique très peu, on fait vraiment plus. Nos projets, nos clients viennent principalement vraiment des autres projets, ou comme par exemple iPad. Je dirais que ça, c'est une vision qu'on a eu assez tôt, même je pense presque au tout début. On avait un peu cette vision, on se disait, nous avec déjà moi, à titre pour
pour la partie management d'athlètes, c'est vrai que déjà il faut se dire qu'un athlète c'est aussi une marque. C'est à cause de la même chose qu'une entreprise ou qu'une marque. Tu dois créer la marque de l'athlète et communiquer de la même manière, etc. pour que lui-même, je dirais, devienne sa marque et qu'ensuite d'autres marques avec sa propre marque. Tu vois, ouais, tout à fait. C'est vraiment personal branding. Voilà, personnellement, exactement. Et en fait, du coup, donc il y a cette idée-là où, par exemple, un athlète doit communiquer comme une marque. Donc nous, avec nos services de marketing, on peut proposer ça à l'athlète et puis on peut vraiment guider là-dedans. Mais ensuite, voilà, après c'est vraiment après l'athlète avec ses collaborations, ils ont aussi besoin de marketing parce que c'est bien joli de payer un athlète X dizaines de milliers de francs. Enfin, des fois ça peut, plus tu grandis, des fois c'est des montants monstrueux. Mais si après tu peux pas exploiter et que t'as pas de contenu avec l'athlète pour mettre en avant ta marque, ça sert à rien, tu vois. Donc au final, c'est vraiment cette idée où tout à coup, maintenant on peut produire du contenu pour l'athlète avec ses partenaires, tu vois. Donc pour mettre en avant ses partenariats et du coup on a vraiment c'est vraiment une magnifique synergie, quoi. Ouais, c'est clair. Ce que je trouve hyper intéressant, on en parlait avant, c'est que là vous faites du marketing, de la communication, et à partir du moment où vous faites ça, vous pouvez quasiment l'intégrer partout. Donc comme on l'a dit, vous êtes multi-entrepreneur, un peu, vous avez plein de projets à la fois, dans plein de domaines différents, mais en fait WAPS c'est toujours un petit peu intégré dans chacun des projets. Ouais, c'est un peu ce qu'expliquait Marc, la vision de base c'était de lier management et agence marketing. Puis je dirais que la prochaine vision à long terme, c'est vraiment d'avoir, si tu as une bonne boîte de com, en fait tu peux créer à peu près quelle marque, si tu arrives à lier bonne com, bon produit, tu as beaucoup de chances que ça marche, que ça roule. Du coup la vision à plus long terme, je dirais, c'est d'avoir WABS au centre de tout ce qu'on fait, puis développer après nos propres boîtes pour idéalement un jour bosser qu'avec nous-mêmes en gros. Parce que c'est beaucoup moins contraignant de bosser avec tes boîtes qu'avec des clients externes. Et puis c'est un peu ça l'idée, c'est que là le cœur est assez solide, je dirais. Et puis après maintenant on a commencé déjà à développer d'autres boîtes avec toujours WABS qui gère la création de marque, la communication, la stratégie. Et puis on développe tout le reste autour. C'est hyper smart. Hein. Du coup, il y a quoi comme projet maintenant? Vas-y Marc. On a cette marque de vêtements, Oversay, qu'on est en train de lancer avec mon frère. Ouais. On a une marque de cosmétiques, donc Linel, où là aussi c'est une marque qu'on lance. Parce qu'en fait, ma mère a sa marque de cosmétiques. C'est une cosmétique très haut de gamme, cosmétique de luxe, et puis elle est vraiment dans des gros hôtels dans le monde. Et voilà, donc on est un peu capitalisé sur sa marque à elle, enfin, disons prendre ses connaissances et puis aussi tout l'aspect lié à la production, aux formulations, etc. pour lancer une marque en parallèle qui s'adresse à un autre type de clientèle, beaucoup plus jeune, pour les jeunes, beaucoup moins cher, tout sur Internet. Donc c'est complètement... En fait, en gros, tu as la même marque, enfin disons, tu as un produit et puis tu fais deux business models différents, tu vois. Et comme ça, tu peux, entre guillemets, bénéficier de ce qui a été fait à double, tu vois. Ouais. Donc, c'était d'autres projets. Après, entre autres, il y a aussi un label de musique et puis on vient lancer une boîte d'événementiel aussi. Et du coup, c'est un peu, tu vois, de nouveau, c'est tout, il y a tout qui se construit petit à petit, c'est brique par brique. Ou par exemple, la boîte d'événementiel, c'est parce que ça vient compléter nos services de marketing. C'est aussi un service de marketing. Et sauf qu'avant, on ne faisait pas vraiment d'événementiel, pas du tout même. Et là, il y a eu cette opportunité avec un ami d'Étienne, Tom, où lui, il est dans l'événementiel, il voulait se lancer. Et puis, nous, on pensait qu'avec nos clients, nos contacts, nos partenaires qu'on a déjà, on pouvait vraiment lancer quelque chose à ce niveau-là. Donc, on s'est dit pourquoi pas. Okay. C'est toujours de créer un peu des projets qui se complètent entre eux, dans le sens où là, en fait, la boîte, la création d'événements, c'est une brique qu'on ajoute à ce qu'on propose. Et en plus, par exemple, le premier événement, c'est un événement qui est centré autour de pâtes. Donc, non seulement ça bénéficie les athlètes, la boîte de com, parce que c'est elle qui gère tous les aspects visuels de l'event,
Et ça permet de construire une boîte d'événementiel sur des briques déjà existantes, où on bénéficie des contacts déjà existants, et puis de tout ce qu'on a créé jusqu'à maintenant. Une compétence, ouais. Il y a un truc qui m'intéresse d'ailleurs par rapport à ça. J'adore ces épisodes de podcast, je peux apprendre plein de trucs. Moi, enfin, vous savez que je suis focus sur l'immobilier. Je fais que ça parce que je sais faire que ça, rien d'autre. Et du coup, je suis complètement dépassé déjà parce que ce que je dois produire, ce que je dois faire, donc j'ai de la peine à délivrer. C'est un des gros problèmes que j'ai. Et pourtant, j'ai qu'un domaine. Plusieurs choses dans le domaine, mais qu'un domaine. Et je me dis, mais comment c'est possible de faire du marketing, de la communication, du digital, branding, social media, de faire de l'événementiel, une marque d'habits, une marque de cosmétiques, etc. Je sais pas, vous avez fait comment? Parce qu'à la base, vous avez lancé que WAPS. Comment vous gérez cet écosystème, quoi? C'est de fou. Pour moi, la clé, c'est de s'entourer. Bon, l'équipe a beaucoup grandi, c'est clair, mais pour moi, la clé, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Un peu l'idée qu'on a avec Marc, c'est qu'à chaque fois qu'on lance une boîte ou quelque chose, on trouve une personne incroyable qui est à la tête de cette boîte. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est un peu la vision d'ensemble, je dirais. Mais la clé, c'est ça, c'est que là, on a créé cette boîte d'événementiel. Tom, il est à la tête de la boîte, puis c'est lui qui gère 70% ou 80%. Pareil pour Oversay, on a trouvé Thibaut qui est extraordinaire, et puis c'est lui qui gère toute la marque principalement, et puis après c'est des gestionnaires de projet en fait. Et puis après ils assemblent, ou s'ils ont des demandes pour Waves, après ils les dispersent comme ils veulent, mais c'est vraiment la clé de trouver une personne à la tête qui gère le truc. Pour moi, c'est pas facile ça. Non, c'est pas facile, mais c'est pour ça qu'on n'est jamais trop pressé. C'est un peu, on a la vision de ce qu'on veut faire, mais après on cherche pas à tout prix dans les 2 mois à trouver quelqu'un. C'est un jour ça se présente, et puis c'est là qu'on commence. Mais on va pas se précipiter avec les mauvaises personnes. Donc vous êtes toujours associé avec ces personnes-là, les personnes qui commencent dans le projet, enfin les gestionnaires de projet. Pas Thibaut. Mais souvent. Souvent associé, mais effectivement pas. Mais c'est vrai que la plupart forcément. La marque de cosmétiques, oui, c'est vraiment d'ailleurs qui travaille avec nous. Après, c'est ça, tu vois, c'est qu'après, avec nous, notre écosystème, on peut vraiment, par exemple, Manon travaille dans une des boîtes, d'ailleurs même dans 2, parce qu'elle travaille chez ma mère aussi, donc elle travaille temps partiel chez ma mère, temps partiel chez WAPS. Et puis en fait, ce qu'elle faisait, c'était aussi d'apprendre sur des sujets, tu vois, genre elle travaillait sur des sujets qui allaient être utiles pour le lancement de marques de cosmétiques. Donc, typiquement, un aspect clé, c'est des campagnes d'influenceurs. Puis chez WAPS, elle était responsable des campagnes d'influenceurs, des campagnes digitales, donc des pubs Facebook, Insta, etc. Où avant, elle n'était pas forcément spécialisée là-dedans, même elle ne connaissait pas plus que ça. Et là, elle a appris des choses. Donc pour moi, c'était important de même la former. Je lui ai dit, écoute, il faut vraiment que tu te formes là-dedans, parce que si tu comprends pas ce que tu fais là-dedans, tu veux lancer une marque de cosmétiques, tu vois. Donc tu vas faire ça chez nous avec nos clients et apprendre à toucher un peu tout ça. Et puis après, du coup maintenant, je pense qu'elle a déjà un peu plus de connaissances. Et du coup, pour la marque de cosmétiques, elle saura de quoi elle parle et puis qu'est-ce qu'on aura besoin pour la lancer, tu vois. Donc ça c'est... La clé, c'est quand même les gens avec qui vous bossez, du coup. Vous restez concentré sur WAPS, et puis après, vous gérez, vous intervenez de temps en temps dans le reste, quoi. On a la vision globale du truc. Moi, je suis plus WAPS, Marc a vraiment la vision globale du tout. Et puis après, c'est les bonnes personnes. Mais bon, c'est clair que c'est quand même stressant, c'est quand même beaucoup d'enjeux. C'est pas tranquille comme ça. C'est pas parce que tu trouves la bonne personne que c'est un long fleuve tranquille. C'est clair qu'après, plus tu grandis, plus tu as des boîtes, plus c'est stressant. Et puis surtout, je pense que c'était une période d'adaptation dans laquelle on est maintenant. On a créé beaucoup de choses en une fois. Donc c'est stressant, mais c'est clair de trouver les bonnes personnes, c'est un des facteurs principaux qui fait pour moi que ça va bien se passer ou pas. Typiquement, Tom, là, il est à 100 dans l'événementiel. Ouais. 100%. Ah ouais, ok. Ils sont tous à 100%, ou 8 ans, tous dans les boîtes qu'on crée. Et donc vous avez commencé WAPS ensemble. À la base, vous avez lancé ça ensemble. C'était quand? C'était en 2018, en fait. Moi, avant WAPS, du coup, j'étais cofondateur du projet Alaya, donc le bassin de surf, le centre de sport d'action à Crans-Montana.
Et puis en fait, du coup, quand moi j'ai vendu mes parts en 2018, et c'est là où j'ai créé, mais de nouveau, tu vois, pour moi c'était, en fait, quand on a lancé, quand j'ai terminé à l'AIA, entre guillemets, et que j'étais en train de regarder pour vendre mes parts, en fait, c'était en parallèle, pour Alaya, on voulait créer une boîte de com. Et ça, c'était un peu, ça venait de moi, parce que c'était moi qui étais responsable du marketing. Et du coup, j'étais dans tous les cas, il faut créer cette boîte de com. Donc moi, vu qu'Alaya, je sais pas trop si ça va continuer ou si, justement, je vais vendre mes parts, ce qui s'est finalement fait, je crée la boîte de com. Et si je continue à Alaya, tant mieux, ça servira à Alaya. Puis sinon, tant pis, ce sera autre chose à faire. Voilà, ce sera le deuxième plan. Ouais. Et puis finalement, c'est ce qui s'est passé, tu vois, c'est que on a lancé cette boîte de com, on a recherché, justement, à la base, je pense Étienne ne savait pas s'il allait bosser pour Alaya ou pour quelque chose d'autre. Et après, moi, je dis, écoute, je sais même plus comment c'est passé, mais je dis, Alaya, voilà, moi, je suis plus dedans, mais par contre, il y a la boîte de com, et en fait, il y a mon frère, et nous, on a besoin de quelqu'un pour produire du contenu, et genre faire photo vidéo, ils suivent toute l'année, et puis c'est ce qu'ils ont fait, on s'est inspiré un peu du format de Jamelson, Friskier, qui a fait des vlogs comme un malade, il postait une vidéo par jour par moment sur YouTube. Et du coup, on voulait un peu s'inspirer de ça, donc on a fait des vlogs. Étienne a suivi un peu partout autour du monde. Il a eu les Jeux Olympiques avec lui. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Parce que du coup, c'est passé de Alaya à Pat. Parce qu'à l'époque, il avait signé avec le label Universal. Et sauf erreur, dans le contrat, il y avait pas mal de nouveaux contenus à créer en gros. Puis, du coup, en fait, j'ai bossé 100% pour Pat pendant 2 ans. Et puis, on faisait 3 vlogs par semaine, donc 8 à 10 minutes, quoi. On était complètement acharnés. Et puis, c'est comme ça que ça nous a liés les 3, en fait. Et puis, après, moi, j'ai fait un petit break voyage. Puis, quand je suis revenu, en gros, on s'est dit, on fait, quoi. Ok, d'accord. Donc, 2018, ça? Non, ça c'était 2018, c'est qu'en fait 2017, je crois que j'ai commencé à bosser avec Pat jusqu'à 2019. Et puis début 2020, en gros, on a lancé le WAMS actuel, je dirais. Ok, d'accord. Et maintenant, donc vous étiez solide au début? On est associés Marc, Pat et moi. Ouais, les trois. Okay. Et puis après, moi, il y a encore une différence, c'est qu'après j'ai bossé 2 ans avec Mycorn à juste 120%. Et puis du coup, c'était un peu de côté pour moi, mais Marc continue à gérer ça. Et puis c'est là où on mandatait en fait des gens pour faire les mandats qu'on avait avec WAMS. Et puis après, ça s'est fini avec Mike, et du coup, moi j'ai rejoint WAMS vraiment à 100% pour continuer à développer. Donc il y a eu une petite période un peu charnière entre deux où c'est plutôt Marc qui gérait le tout. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la structure, et tu vois, c'est ça aussi où moi, c'est assez important un message, je pense, à retenir aussi, c'est que quand tu fais quelque chose qui te passionne, après, les choses se mettent sur ton chemin et elles s'alignent comme elles doivent s'aligner. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on a lancé la structure, il y avait déjà cette vision de proposer un service marketing pour créer, comme je disais avant, c'est qu'un athlète, c'est une marque. Du coup, de proposer un service pour créer la marque des athlètes, mais aussi créer la marque d'entreprise et de projet. Et en fait, c'est vrai qu'au début, moi j'avais cherché aussi quelqu'un pour faire du graphic design, et puis quelqu'un pour gérer tous nos projets. Et du coup, au début, on était même 4. Donc il y avait Étienne, moi et puis 2 autres personnes. Et en fait, ces 2 autres personnes, elles ont démissionné assez vite. Et du coup, on s'est retrouvés qu'à 3, avec Étienne puis avec Pat. Puis on a vraiment fait ce projet, on a continué dans notre ligne avec ça. Et finalement, c'est que, disons, une année après, même 2 ans après, qu'on a recommencé à recréer une équipe où il y a eu un deuxième producteur de contenu avec Bruno. Ensuite, on a engagé des graphic designers, on a engagé des personnes qui gèrent les réseaux sociaux. Tu vois, donc, après, ça a vraiment, dès qu'on a posé la base, ça a pu vraiment se bâtir dessus. Mais c'est vrai qu'au début, on a essayé de faire un petit lancement qui était partiellement fructueux, tu vois, dans le sens
il n'y a jamais tout qui se passe comme tu as envie que ça se passe. Donc, il y a une partie qui est partie en sucette. On a quand même fait l'autre partie. Puis après, dès que c'était plus mature, on a pu vraiment engager d'autres gens et puis développer comme on avait pour faire la vision qu'on avait initialement, quoi, en fait. Parce qu'à quel moment, en fait, ça c'est très intéressant, du coup au début, ça a pris quand même un peu de temps alors, pour bien mettre en place, et à quel moment vous vous dites, ok maintenant c'est bon, je vais chercher quelqu'un, 1-2 personnes, j'engage, je prends des bureaux, parce que là les charges fixes elles passent de plus ou moins 0 à plus ou moins beaucoup, et du coup, c'est quand que c'était quoi le déclic? Je sais pas s'il y a vraiment eu un déclic. Moi, j'ai l'impression que ça se fait assez naturellement et progressivement. De toute façon, c'est pas du jour au lendemain où on a eu assez de jobs pour engager quelqu'un. Ça s'est un peu fait progressivement, où par exemple au début on mandatait Bruno sur les mandats spécifiquement. Puis après, quand on a eu assez de jobs et puis que lui il avait le temps, on l'a engagé. Mais tu vois, je sais pas s'il y a eu vraiment un déclic où on s'est dit putain, on va grandir. Non, c'est effectivement pour répondre aux besoins qu'on avait au moment où on les avait. Après, c'est vrai que, comme j'ai dit, tout s'est un peu mis sur notre chemin, donc tout s'est goupillé, parce que Bruno, il était engagé dès qu'il a fini ses études. Donc, et puis ça tombait au moment où Étienne n'était plus dispo parce qu'il était avec Mike. Ouais. Donc au final, on avait, en fait, Bruno, c'était la personne qui remplaçait Étienne dans la prod de contenu. Et dans ce cas, on pouvait pas produire soit avec mon frère, mais aussi avec tous les autres clients qu'on commençait à avoir. D'ailleurs, moi, ce que je me demandais, c'est qu'on ne rappelle même pas si là, en 2018, est-ce qu'on avait d'autres clients que Pat, mais je crois pas. Quelques-uns, mais des petits trucs. Quoi. Donc voilà, puis après, c'est vrai qu'en 2020, dès Bruno nous a rejoint, mais lui, il finissait ses études, donc au final, c'était un peu à ce moment-là, on a dit, voilà, nous, on le mandatait, comme Étienne disait, quand il était aux études, puis dès qu'il a fini, on l'engageait à 100%, quoi. Et puis après, c'est vrai que tout s'est un peu mis en place naturellement. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des trucs que tu sens de toute façon, c'est pour ça que ça se fait assez naturellement, quoi. Ouais. Si t'as plus de job, voilà. Ouais, non, bien sûr. Ouais, mais ce que tu te dis pas demain, peut-être que j'aurai pas ce job, tu vois. Alors, je sais pas à quel point c'est récurrent chez nous dans votre business model, peut-être, hein. Mais tu me parlais justement avant, Marc, maintenant, il y a quand même pas simplement d'investissement à faire, parce qu'il y a eu beaucoup de projets en même temps. Ouais. Et je veux dire, ça c'est pas un peu effrayant. Tu te dis, il faut que ça suive, quoi. Faut que ça rentre, parce que ça sort beaucoup. Tu sais quand ça sort, mais tu sais pas quand ça rentre. C'est ça. Après, si tu veux, d'un côté, c'est aussi là où, après, je dirais plus c'est plus une manière, tu vois, donc je dirais que nous, c'est de l'expérience que tu as. Dès que tu acquiers de l'expérience, ça te permet d'avoir peut-être une meilleure vision sur la situation et du coup d'avoir, parce qu'il y a un certain aspect d'intuition, tu vois, de te dire parce que c'est difficile d'avoir une vue sur tous les chiffres exactement, comme tu dis, quels sont les chiffres, quel est l'argent qui va rentrer, quelle est la quantité exacte d'argent qui sort, surtout dès que tu crées, là on est en train de créer, ces quelques derniers mois on a créé je pense 3, 4, 5 boîtes, donc au final tu peux pas savoir, tu sais juste que ça va augmenter les charges, mais par contre tu sais aussi on sait qu'on avait une marge par rapport à les revenus générés par nos grosses sociétés qui tournent bien maintenant, tu peux te dire j'ai un peu une marge donc je peux investir. Et tu vois, toujours dans cette optique où moi ma vision c'est que c'est toujours la réflexion de comment est-ce que tu peux, si tu gagnes de l'argent, comment le réinvestir rapidement pour déjà pour éviter de payer trop d'impôts sur des potentiels bénéfices, tu vois. Donc plutôt tu réinvestis, tu engages des gens, tu t'achètes des équipements, des choses, voilà, tu t'investis vraiment dans quelque chose qui t'apportera ensuite plus de mandats, plus de revenus et ainsi de suite. Tu vois, donc après, c'est vrai que c'est plus, je dirais, un feeling aussi, où c'est difficile, comme je t'ai dit, je te le disais avant, c'est que ça fait peur, tu te dis, mais tu passes de 2 boîtes, 3 boîtes à genre 6, 7 boîtes, 8 boîtes, mais d'un autre côté, c'est des choses où les opportunités se sont présentées à ce moment-là. Donc pour moi, c'était l'opportunité de se lancer, de plonger dans le vide. Puis tu vois, ça me fait penser à... J'ai lu une citation qui m'a vraiment parlé récemment. Là, c'était qu'un entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un qui se jette dans le vide et qui construit un avion pendant qu'il est en train de voler. Tu vois. Mais c'est exactement ça. C'est genre, si
tu te poses toutes les questions. En fait, pour tous les projets qu'on est en train de lancer, on pourrait trouver 100 raisons pour ne pas les faire. Ouais, c'est clair. De se dire, ouais, non, mais c'est trop risqué, mais comment on va faire à une marque de cosmétiques? Mais il y a tellement de concurrence, puis en plus, ça coûte cher de les faire. Nous, on va faire du suiciné, donc c'est cher. Est-ce que les gens vont vraiment acheter au prix qu'on veut vendre? Donc, tu trouves tellement d'excuses, puis tu te dis, bon, bah, ok, je lance pas, tu vois. Ouais. Donc, alors, plutôt que je pense qu'il faut faire, c'est penser, bien sûr, avec un certain contrôle des risques et des investissements, où tu te dis, bien sûr, je ne vais pas investir 500 000 francs dans la boîte à tête perdue, tu vois, en n'ayant aucune garantie que ça puisse marcher. Donc, c'est juste parce que c'est des investissements qui sont encore assez raisonnables. Et du coup, si ça marche, bah, ça veut dire qu'après, ah bon, bah, ok, bon, il faut encore un peu d'argent, j'ajoute, etc. Mais si tu vois que ça marche pas du tout, bon, à un moment, il faut certainement prendre la décision de se dire, bon, bah, je tire la prise et puis j'arrête. Mais de manière, si vraiment tu agis étape par étape, mais dans tous les cas, tu lances, après, tu es dans la dynamique, tu vois. Après, tu commences à faire les choses qu'il faut une par une. Pour moi, quand tu lances une boîte, c'est faire un pas après l'autre, tu vois. C'est genre, tu dois déjà faire le pas de lancer. C'est pour ça, il y a un pote qui m'a dit récemment, j'ai lancé ma boîte, j'étais trop content pour lui, j'étais, mais putain, c'est enfin, trop bien, enfin, parce que ça faisait, je pense, 2 ans qu'il me parlait, 3 ans qu'il me parlait qu'il voulait faire sa boîte. Ouais. Et là, il a lancé, donc là, je dis, ah bah c'est bon, là, au moins, il a. Bien sûr, tu pourrais arrêter ou faire faillite ou je ne sais quoi, mais au moins, tu as fait le premier pas. Moi, tu n'as pas de regret, tu as essayé. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, si vous deviez recommencer à zéro avec WAPS, là, qu'est-ce que vous changeriez? Non, je pense que c'est impossible de faire les choses parfaitement, mais je pense que le fait de faire quelque chose, c'est déjà positif. Et après, tu apprends tes erreurs et puis tu t'adaptes. Mais du coup, voilà. Enfin, je pense que moi, perso, je suis heureux où je suis maintenant. Vous n'avez pas fait d'erreur de prise de décision? Vous auriez dû peut-être aller plus vite d'un côté, engager quelqu'un plus vite ou plus tard, ou